Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour parler de SummerSlam 2020, la review sur la chaîne. C'est un grosse période là pour le catch puisqu'il y a SummerSlam la semaine prochaine Payback, donc beaucoup de contenu à proposer. Je voulais faire un petit message pour prévenir que la semaine prochaine Payback ne sortira probablement pas le lundi puisque j'aurai repris le travail, donc ça sera compliqué de pouvoir le regarder dans la nuit du dimanche et pouvoir sortir la vidéo le lundi. Donc elle sortira certainement le mardi, voilà c'est dit, comme ça vous le savez. Alors, ce SummerSlam 2020, il faut le savoir, je l'avais dit le mois dernier pour le dernier pay-per-view, j'ai un petit peu décroché des weekly ces derniers temps, je vous le cache pas, j'en ai pas regardé quasiment, j'ai regardé quelques highlights, mais c'est tout. Voilà, je me tiens informé avec les sites de news, voilà. Mais malheureusement, les shows sans public et avec un public qui est là, qui fait du bruit, mais qui n'est pas un vrai public, ne me donne pas particulièrement envie de regarder les shows en ce moment, mais ce SummerSlam avait la particularité de disposer de la nouvelle technologie qui a été développée par la WWE et qui en fait est une inspiration également de la NBA, qui en fait permet d'avoir un immense écran géant avec les visages des gens qui doivent faire du bruit. C'est plutôt une bonne expérience. Pour être honnête, je trouve que ça rend plutôt pas trop mal. Après, on n'a pas le son d'une foule, c'est évident. Peut-être qu'ils l'ont pas mis assez fort. Et j'ai regardé la finale de la Ligue des Champions hier soir et justement, j'ai fait la réflexion sur mon Twitter que le son, quand ils jouent en Ligue des Champions, alors que pourtant c'est un huis clos et il n'y a personne, le son est assez extraordinaire. Il y a un travail du son qui fait qu'on s'y croirait. C'est-à-dire que la foule exulte au bon moment, la façon dont ils ont de soutenir l'équipe, etc., le bruit ambiant est vraiment très bien fait. Je ne comprends pas pourquoi le catch n'est pas capable de reproduire ça. Je trouve ça assez surprenant. Parce que il pourrait très certainement le faire. En plus, je veux dire, le foot le fait en temps réel. C'est-à-dire, ce sont du direct live. Donc le catch pourrait le faire. C'est un petit peu dommage. Je pense qu'ils auraient dû essayer de bosser peut-être le son et avoir des sons prédéfinis, etc., etc. Mais bon, c'est un détail. Et alors, donc ce SummerSlam, c'est pas que je l'attendais pas, mais je ne m'étais pas hypé plus que ça parce que j'attendais de le voir comme tous les SummerSlam. C'est le show événement de l'été. Il y a souvent quand même des grosses affiches, même s'il n'y avait pas Brock Lesnar, ce qui est la première fois depuis 2012. Et donc je l'attendais. Et je me suis dit, est-ce que je le regarde en direct? Je le regarde pas en direct. Et puis bon, c'est ma dernière semaine de vacances, et je me suis dit, allez, pourquoi pas. Donc je me suis dit, allez, j'ai regardé la finale de Ligue des Champions, j'ai enchaîné, hop, je suis bien chaud, on enchaîne avec SummerSlam. J'ai malheureusement raté le pré-show, je l'ai pas regardé parce que je regardais d'autres émissions entre-temps. Et alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce SummerSlam? Alors, on va faire la carte, mais je tenais à dire que j'ai passé un très bon moment devant SummerSlam et que je n'ai absolument pas vu le temps passer. Il est passé très vite, en sachant que ce pay-per-view a duré 3 heures, ce qui est très bien pour un pay-per-view. Il a commencé à 1 heure, il a fini à 3h05, 3h06, quelque chose comme ça. C'est 4h06, pardon, c'est parfait pour moi. Hein, pour moi, c'est très très bien. Un show de 3 heures, très digeste, avec des bons matchs. C'était sympa. Il y a des choses affreuses dans ce pay-per-view, des choses horribles, on va y venir. Il y a des choses qui sont très bonnes, donc il y a de tout, hein, il y a de tout, donc on va se régaler. Alors on commence avec le premier match qui est dans le pré-show que je n'ai pas vu, c'est Apollo Crews contre MVP. Apollo Crews a conservé son titre. Voilà, le match qui m'intéressait pas plus que ça, honnêtement, je ne vois pas ce qu'ils avaient à raconter en plus que ce qu'ils ont raconté, ce qu'ils avaient déjà raconté, bref. Bon, au moins une victoire définitive d'Apollo Crews sur MVP. Peut-être que Bobby Lashley va venir calmer Apollo Crews juste derrière, je pense qu'ils vont partir là-dessus. En tout cas, ça semblerait être plutôt logique. En sachant que je trouve que le retour de MVP, en tout cas de ce que j'ai pu en voir dans les highlights que j'ai vus, est plutôt pertinent. Donc je pense que ça peut être hyper sympa sur la durée. Parce qu'il a du charisme, il a de la bouteille, ça se voit qu'il a de l'expérience. Et je pense qu'il peut en faire bénéficier justement des catcheurs comme Apollo Crews qui en aurait bien besoin. Parce qu'Apollo Crews, je suis désolé, mais moi, à part sourire, c'est dommage parce qu'il a beaucoup de talent ce catcheur. Mais la gimmick, c'est zéro, quoi. C'est le zéro. Plus bas, c'est le néant. Il a pas de gimmick, il a rien, et il fait que sourire. Faut qu'il arrête de sourire. Voilà, il gagne un peu un côté sérieux. Et je sais pas. Enfin, honnêtement, il travaillait peut-être faire quelque chose, lui donner je l'avais dit, une rivalité plus personnelle par exemple, ça pourrait l'aider. Je l'avais dit, je crois, le dernier pay-per-view et je le maintiens. Et pour l'instant, on n'y va pas dans ce sens-là. C'est simplement un champion des États-Unis comme il y en a eu tant. Et j'ai un peu peur qu'il nous fasse des runs un peu à la Kofi Kingston de temps en temps. Même si le dernier était meilleur, hein, mais des fois où il nous avait fait des titres de champion US par exemple, pas forcément mémorables. Et ben, j'ai peur qu'on aille là-dedans. Maintenant, on va rentrer dans le dur, on va rentrer dans la carte principale.
Et là, il s'est passé des choses. Alors, premier match de la soirée, je m'y attendais, je savais pas lequel des deux on aurait, et puis bon, la news était tombée puisqu'il y a eu un match à SmackDown pour déterminer qui seront les premiers que le premier match qu'aura Asuka, puisqu'Asuka avait 2 matchs de championnat ce soir. Elle affrontait soit Bayley, puis ensuite Sasha Banks. Donc on commence avec le match contre Bayley. Et alors, je me suis dit, je l'ai tweeté d'ailleurs, hein, erreur fatale, j'ai dit, je sens bien que Bayley va perdre tous ses titres ce soir. Et puis bah ça sera pas le cas, puisque Bayley a remporté son match contre Sasha Banks en 11 minutes 35. Match tout à fait décent, mais qui ne m'a jamais réussi à m'emporter pour plein de raisons. Mais la raison principale, c'est que Bayley, j'ai beaucoup de mal personnellement. Je suis pas très fan. Voilà, c'est pas ma catcheuse préférée, ça l'a jamais été. Même si à NXT, elle a pu faire des performances quand même bien meilleures. Je sais pas. Je trouve que son run de championne est assez fade quand même. Hein. Elle a un règne là qui dure depuis des jours et des jours et des jours et des jours et des jours. Ouais, je suis pas client personnellement. Peut-être que vous l'êtes, mais moi je suis pas très client. Et donc Asuka avait perdu. Et alors là pour moi c'est vrai que ça a révélé vachement qu'Asuka n'allait pas repartir les mains vides. Je n'y croyais pas une seule seconde. Et voilà. Alors que si elle avait battu Bayley, ça aurait pu être très intéressant. Parce que bah, ça aurait pu, Bayley aurait pu. Moi je l'ai tweeté, j'aurais dit ce qui aurait été intéressant, c'est que Bayley perde tout là en 2 semaines. C'est-à-dire que là, elle perd son titre de championne et derrière elle perd les titres par équipe avec Sasha Banks au pay-per-view d'après et qu'elle ait tout perdu et que Sasha Banks, elle, ait réussi à tout garder. Et que là, bah, il y a le retour de bâton, c'est-à-dire que Sasha Banks qui avait pas montré de jalousie envers Bayley, que Bayley, eh ben, elle soit jalouse de Sasha Banks et qu'elle la remette, qu'elle la rabaisse un peu, et qu'elle la remette au sol et là elle la fracasse, etc. en disant qu'elle est en dessous d'elle et que c'est elle qui doit être la première, etc. C'est pas ce qui va se produire et je pense qu'en fait ils vont inverser le truc. Donc on en parlera après, mais je pense qu'ils vont inverser le truc. Ce qui est dommage parce que je pense que ça aurait mieux marché dans ce sens-là, mais bon. En tout cas, le match a été correct. C'était un match un opener sans plus. Personnellement, ça m'a jamais emporté. Il n'y a jamais eu un move où je me suis dit ah c'est pas mal, c'est sympathique, mais sans plus. Voilà. Ensuite va arriver les Street Profits contre Andrade et donc Zelina Vega qui est présente avec donc Angel Garza. Pour les titres par équipe, donc le match a duré 7 minutes 50. Franchement, je pensais que ça avait duré plus longtemps à la limite parce que, enfin, je pensais que ça durait plus parce que je pensais que le match méritait plus en tout cas. J'aime beaucoup les catcheurs qui sont présents sur le ring, donc je me suis dit ça peut pas donner un mauvais match. Et effectivement, ça n'a pas donné un mauvais match. Le match était très correct, très sympa, on l'a vite vu passer. Petite dédicace à Axel de la chaîne WWE Fan France qui est passé à la toute fin de ce match-là en train de danser dans une des cases et tout, parce qu'il avait mis un drapeau français donc on pouvait vite le repérer. Et on le voit bouger, si vous regardez les images, vous verrez, il y a Axel qui est en train de bouger sur le We Want the Smoke. Et franchement, c'était pas banal comme image, j'ai bien aimé. C'était ce qu'on pouvait attendre de ce match. Moi, je suis très content parce que personnellement, je pense que Andrade peut être bien meilleur et peut faire bien plus de choses. Pour ceux qui avaient regardé NXT, il y a un Andrade contre Drew McIntyre que je vous recommande pour vous dire que Andrade a vraiment un potentiel de fou. J'espère que, bon, il a fait pas mal d'erreurs Andrade, mais allez, j'y crois encore. Moi, j'y crois qu'ils vont réussir à le pusher, peut-être, voilà, qu'ils vont peut-être réussir à en faire quelque chose. Voilà, moi qui reste bloqué dans la division par équipe, ça me gêne parce que je pense qu'il peut faire bien plus. Il peut pas récupérer son titre US parce que c'est trop tôt, donc je sais pas trop ce qu'ils vont pouvoir en faire. C'est un peu, vous voyez, c'est le catcheur par exemple, ça aurait été une très bonne idée. Je l'avais dit, lors de Money in the Bank, ça aurait été très bien qu'il ait la mallette, parce que là, ça l'aurait occupé vachement. Otis avec la mallette, on en parlera plus loin, mais à part si ils font ce que je peux imaginer peut-être, mais si ils utilisent avec Otis, pour moi, je trouve que c'est pas si pertinent que ça et c'est pas si génial que ça. En tout cas, donc c'est les Street Profits qui vont conserver leur titre. C'était un match sympa, c'est rapide, efficace, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer. Je m'attendais à que Zelina Vega intervienne beaucoup plus, en sachant qu'il n'y avait pas Bianca Belair. Ce qui m'a un peu surpris, je sais pas si c'était quelque chose qui a été eu dans les weekly, comme quoi Bianca Belair pouvait pas être là, j'en sais rien, peu importe. Mais je m'attendais à qu'elle soit là, elle n'a pas été là. Pour l'instant, Bianca Belair, je ne comprends pas, c'est une catcheuse extraordinaire, j'espère qu'ils vont pas la rater. Parce qu'elle est extraordinaire et je l'adore, voilà, je l'adore d'amour cette fille. Et là, je sais plus si c'est à ce moment-là ou après, mais je le dis maintenant. Il y a eu une vidéo promo. Une vidéo promo pour un catcheur de NXT qui va intégrer Monday Night Raw. Ce catcheur de NXT, vous le connaissez puisqu'il a été dans le dernier Royal Rumble en tenant tête à Brock Lesnar. C'est un catcheur qui a été très important lors des dernières Survivor Series. Il s'appelle
Keith Lee intègre enfin le roster principal. Alors, il est resté champion NXT très peu de temps. Mais Keith Lee, je le dis maintenant, d'accord? Comme ça, j'aurais l'air plus con que jamais, si jamais je me vautre. Mais Keith Lee est pour moi un catcheur inratable par Vincent Kennedy McMahon. Il a le physique, il a la gueule, il est charismatique, ça donne envie de suivre ce catcheur. Il fait des bumps de fou, il a un moveset génial, il peut mettre over tout le monde, on peut le mettre contre tout le monde, il sera bon contre les hommes puissants, contre les high flyers, machin, il est bon contre tout le monde. Keith Lee est bon contre tout le monde. Keith Lee, je le dis maintenant, comme ça si je me trompe, comme ça vous pourrez m'insulter, Keith Lee, je le vois comme favori maintenant pour le Royal Rumble de cette année. Ouais, je me projette déjà. Mais Keith Lee, pour moi, il va y avoir là, il va arriver. Ils vont le pusher tranquille là, ils vont le pusher. Peut-être qu'ils vont lui mettre un match, peut-être que le Big Show va venir par exemple, un truc comme ça. Je pense qu'ils vont lui donner des noms, ils vont lui donner des trucs, il va fracasser tout le monde. Peut-être Bobby Lashley par exemple, ça pourrait être super. Voilà, il faut donner du heal, du bon heal pour que Keith Lee soit adoré. Il faut pas du tout le mettre heal, hein. Vraiment, quand vous voyez sourire Keith Lee, quand il est badass comme ça, là, je peux vous dire que vous plaisantez pas, mais quand il a le sourire Keith Lee, il donne envie de le suivre et je pense qu'il peut être extrêmement populaire avec le public. Ça peut être énorme et un Keith Lee Drew McIntyre ou un Keith Lee Braun Strowman ou un Keith Lee Bray Wyatt ou un Keith Lee ce que vous voulez. Honnêtement, ça peut être énorme dans n'importe quelle configuration, ça peut être énorme. Donc je pense que Keith Lee au Royal Rumble, ça peut être ouf. Ça peut être complètement dingue. Je sais pas s'il va le gagner, mais honnêtement, il en a tout le profil. Et c'est un catcheur qui va être adoré par Vince McMahon. Donc, pour moi, il est inratable. S'il le rate, là, je comprends plus. Là, je comprends pas. Il s'est bien se débrouiller au micro en plus, parce qu'il a vachement progressé grâce au Performance Center. Je vous le dis, ça peut faire énormément de bien à Raw. Et je vais regarder Raw d'ailleurs, parce que je veux voir l'arrivée de Keith Lee. Parce que je veux voir la réaction de la foule. J'espère que la foule sera au rendez-vous, parce que c'est Keith Lee, quoi. Keith Lee. Je sais pas si c'est à ce moment-là. Et arrive Mandy Rose contre Sonya Deville. Et là, alors là, c'est quelque chose. Là, sur l'échelle de Meltzer, je pense qu'on met 14 étoiles. Sans déconner. Mais 14 étoiles dans la médiocrité. Il y a une scène avec Mandy Rose qui essaie de sortir une table. Mais c'est le truc le plus ridicule que j'ai vu depuis des années. Hein. Oh, mais l'horreur. Elle sort la table. Je vous promets sur ma vie. Elle sort la table. Elle la retourne. Elle n'y arrive pas. Elle la retourne une deuxième fois. Elle n'y arrive pas. Et là, elle essaye. Elle force. Et donc, elle pousse la table jusqu'au tablier du ring. Oh, l'horreur! Oh là là! Mais tu t'entraînes avant de faire ça, enfin, oh là là! Ça me rappelle Alexa Bliss, ça me rappelle, je digresse, mais ça me rappelle Alexa Bliss quand elle avait fracassé, c'était la tête de Nia Jax ou de Ronda Rousey, je sais plus, quand elle avait caché sa mallette. Et en fait, elle tenait sa mallette avec la poignée, et donc, le geste avait été nul, parce que ça avait pas du tout l'impact que ça aurait eu si elle avait tenu sa mallette, voilà, par le dos, quoi. Là, elle le tenait par la poignée, donc ça a eu un mouvement un peu de balancier, ce qui n'était pas terrible. Elle aurait dû arriver avec la mallette dans les mains et bam, comme c'est le cas normalement. Et j'ai envie de dire, elle aurait dû s'entraîner avant, quoi. Et c'est ce que je me suis dit tout de suite. Et là, c'est exactement pareil, quoi. Si tu sais pas monter une table, tu essayes avant, honnêtement. Et puis, elle a galéré. Oh là, pourtant, elle s'en pas manqué de force, parce qu'elle arrive à soulever Sonya Deville, etc. Mais là, incapable de mettre une table dans un match Extreme Rules. Mais mon Dieu. Oh là là. Et c'est Mandy Rose qui gagne le match, hein. C'est Mandy Rose. Elle a gagné le match en combien de temps? Combien de temps c'est noté? 10 minutes 5. 10 minutes 05. Oh là là. Et ça m'a paru une éternité, ce match. C'était nul. Ah, quelle horreur, une horreur ce match. Puis en plus, rien à retirer, c'était sympathique mais sans plus. Alors, il y avait plus les cheveux qui étaient en jeu, c'était la perdante quittait la WWE. Donc on s'attendait très clairement à que Sonya Deville s'en aille parce que voilà, elle a besoin d'un petit peu de repos après ce qui lui est arrivé. Il y a une personne qui s'est introduite chez elle. Donc je pense qu'elle a besoin d'un petit peu de repos, c'est bien mérité. Et Mandy Rose, quoi. Et après, t'as Otis qui arrive avec la mallette, mon Dieu, et qui arrive et qui la soulève comme si elle avait fait l'exploit de... Oh là là. Et pourtant, moi, je suis parti sur une théorie, vous vous souvenez, je vous avais dit, pour moi, Otis avec la mallette, je trouve que c'est complètement débile. Mais, s'il la donne à Mandy Rose, et que Mandy Rose, elle cache, ça peut être intéressant. Elle va cacher contre qui? Genre Sasha Banks? Bayley? Asuka? Charlotte Flair? Non, sans déconner. Oh là là, mon Dieu, on est dans la Women's Revolution, hein. Waouh,
Mandy Rose, mon Dieu, et Sonya Deville, bon, c'est pas extraordinaire, hein, mais ça a jamais été... de toute façon, les deux ont jamais été extraordinaires. Mais là, waouh, wow, c'était chaud, quoi. C'était chaud. Bon, c'est arrivé en milieu, c'est bien parce que ça, après, les matchs qui vont arriver derrière ont été particulièrement bons. Donc c'est pour ça que je le dis maintenant, c'est que, voilà, en fait, on a passé le moment horrible au début. Et après, bah, on a pu... Parce qu'à partir de là, moi, j'ai que des trucs vraiment hyper sympas à dire parce que j'ai vraiment beaucoup aimé la suite du show. Puisqu'arrive Seth freaking Rollins, Seth Messi Rollins, contre Dominic Mysterio, donc le fils de Rey Mysterio, dans un match sans disqualification, un street fight, no holds barred, je sais plus comment il l'avait appelé. Donc le match dure 22 minutes 35, je crois que c'est le match le plus long de la soirée, effectivement. Et je vais dire plein de choses sur ce match. Alors déjà, c'est la tenue de Dominic. Dominic, je suis désolé, vous allez me dire, je suis qui pour dire ça, parce qu'honnêtement, mais bon, je suis pas catcheur, hein, voilà, j'ai jamais fait d'évoluer d'être catcheur, je suis pas sportif de haut niveau non plus, mais il a pas une shape, comme ça qu'on appelle, c'est-à-dire des abdos, un physique assez plaisant à l'image. Je vais pas vous mentir, c'est pas du visage que je parle, hein, parce que ça, le visage, on n'y peut rien, mais c'est physiquement. Il a du bide. C'est pour ça d'ailleurs que quand il a pris des coups de kendo stick de la part de Seth Rollins, ça marque vachement. Ça marque un peu moins quand vous avez des abdos saillants. Là, quand vous avez du ventre, ça se voit. Et donc, il n'a pas un physique qui donne l'impression que ça va être un excellent catcheur, Dominique. Ceci dit, la feud avec Rollins, elle est pas mal. Pour l'instant, ça se déroule bien. Et je trouve qu'il a eu plutôt une belle construction. Et à voir ce que ça va donner. Je le voyais comme ça. Donc quand j'ai vu le match, je me suis dit, ça peut être sympa, surtout qu'il y a un peu le côté je vais venger mon père, enfin je trouve que ça marchait très bien. Ça rappelle un peu une feud qu'on avait eue il y a quelques années avec Christian par exemple, où il y avait cette volonté de venger Edge parce que Edge avait fait sa carrière, donc maintenant c'était à Christian de prendre le relais, et c'est à moi de prendre le relais, et puis il se fait détruire par Orton, etc. etc. Et puis Dominique, il a l'air sympa. Il a l'air sympa. Je sais pas ce que ça donnerait en heel. Donc n'essayez pas WWE parce que j'ai peur que, vu qu'il a pas beaucoup de charisme, malheureusement, je trouve. Là, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Mais bon. Et là où WWE a été, pour moi, pas maline lors des shows télé, c'est-à-dire de lui avoir mis des tenues qui donc cachaient pas son bide. Et ben là, si. C'est-à-dire qu'ils lui ont mis une tenue comme avait Seth Rollins à l'époque, c'est-à-dire un près du corps qui permet de cacher son ventre. Et je trouve que quand il est arrivé, il avait beaucoup plus le physique de catcheur. Alors il y a un problème, on l'a tous noté sur Twitter, mais moi je l'ai pas noté, mais on l'a tous remarqué, c'est qu'il a une sorte de capuche là, et en fait cette capuche elle l'embête. Donc limite, il faut qu'il l'enlève, je sais pas, qu'il fasse un truc avec des poings et puis qu'il puisse l'enlever, il la jette dans la foule à la limite, ça pourrait être sympa, bon, c'est vrai que c'est pas un objet particulièrement cool à ramasser, mais pourquoi pas. Enfin voilà, parce que ça l'embête plus qu'autre chose en fait. Alors ça a permis un move de Rollins à un moment où il l'attrape justement par cette capuche, mais je pense que c'est pas une si bonne idée. Limite, enlevez-la la capuche, et puis donnez-lui pas forcément un masque, parce que ça fait trop mystérieux, mais parce que je comprends l'idée. C'est l'idée de lui avoir donné une sorte de masque, une petite capuche et tout. Je trouve ça plutôt malin, parce que c'est pas le masque de Rey Mysterio, donc je trouve ça assez intéressant comme choix, mais ça l'a vachement embêté dans le match. Et alors, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce match? Et honnêtement, c'est passé nickel. Les 20 minutes, je les ai pas vu passer. 22 minutes 35, je les ai pas vu passer. C'était hyper bien. Rollins, il a été très bon, très très bon. C'est Rollins qui gagne en plus, donc excellent choix, c'est très bien. C'est très bien parce que ça va encore plus créer de la haine, et je pense qu'on va avoir, je l'ai tweeté, je pense qu'on va avoir ça, Seth Rollins avec, donc contre Rey Mysterio avec son fils, avec Murphy bien entendu. Je pense que ça peut être un match qui peut avoir lieu dès Payback là par exemple, même s'il y a le problème de Mysterio qui a un œil en moins, mais bon il a re-signé donc il faudra bien l'utiliser Rey Mysterio, donc je pense que ça va avoir lieu. Et ça peut être le moment un peu feel good où toute la famille gagne ensemble. Donc non, au contraire, ça crée encore plus de haine, ça crée encore plus de hits, ils vont être encore plus soudés. Rollins, ça va encore le plus arrogant, et quand il aura perdu avec Murphy, il pourra peut-être s'attaquer à Murphy, et peut-être qu'il y aura une rivalité avec Murphy, etc. Enfin, honnêtement, il y a des choses à raconter là avec cette feud, je pense que c'est très intéressant. Le match était vraiment bien, comme je l'ai dit. Alors Dominique, quand il donne des coups de kendo stick, c'est bien costaud aussi. Et puis il a bien encaissé. Honnêtement, il encaisse bien. Il vend très bien les coups. Bon, ça fait mal, hein, mais il vend très bien les coups. Non, honnêtement, rien à dire sur sa prestation.
c'est pas le lutteur le plus charismatique, il a pas un physique, comme je l'ai dit, assez attrayant, il a pas les abdos dessinés malheureusement, ça se travaille, hein, Rey Mysterio. Alors des fois, il a un petit peu plus de ventre, mais Rey Mysterio, lui justement, bah, il met une sorte de, comment on appelle ça, de singlet là un peu, qui cache son ventre quand même. Ça cache. Lui, pas du tout. Il s'est retrouvé très souvent torse nu, quoi. Et c'est pas lui rendre service. Vraiment, je le dis, c'est pas lui rendre service de faire ça pour Dominique. Voilà, donc victoire de Seth Rollins, excellent combat que je vous recommande. C'était un très bon moment et je me suis pas ennuyé une seule seconde et vraiment super. Et puis voilà, il y a eu des armes, il y a eu l'utilisation enfin, c'était vraiment cool, c'était vraiment super, super moment. Voilà, j'étais très content. Arrive ensuite Asuka contre Sasha Banks pour le titre de championne de Raw. Sasha Banks avait remporté le titre il y a pas longtemps. Et c'est Asuka qui va gagner en 11 minutes 25. Alors, ma déception a été immense, puisque j'espérais que Sasha Banks jusqu'au bout, mais j'y croyais pas trop. Le match a été plutôt décent aussi, plutôt décent, c'était très sympa. Mais voilà, la fin, tu la vois venir à des kilomètres, quoi. Parce que moi, comme je l'ai dit, à partir du moment où Bayley avait gardé le titre, je ne voyais pas l'intérêt de laisser le deux titres sur les deux. Je pense qu'on arrive bientôt là au moment où ça va se séparer, mais j'ai l'impression qu'on dit ça depuis tellement d'années que t'as l'impression que ça n'arrive jamais. Mais là, putain, il y a des signes, quoi. Donc si elle perd les titres féminins, si à la fin du prochain show à Payback, Sasha Banks se retourne pas contre Bayley, j'y comprends plus rien. Et le truc, moi, qui me gêne encore plus, c'est que Sasha Banks, encore une fois, est dans une losing streak incroyable puisqu'elle n'a réussi aucune défense de titre depuis qu'elle est dans le roster principal. Zéro. Le chiffre est extraordinaire, incroyable, mais Sasha Banks gagne un titre, elle n'arrive pas à le défendre. Donc elle n'a eu que des règnes affreux et horribles, parce qu'elle a eu des règnes de 30 jours, 5 jours, enfin 20 jours. Pour une catcheuse qui était probablement la catcheuse la plus talentueuse de NXT, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, je suis peut-être un trop gros fan de Sasha Banks, mais je le revendique. Je ne comprends pas. Elle mérite bien plus. Je ne comprends pas que Bayley ait un règne de je ne sais combien de jours là, et que Sasha Banks n'ait rien, enfin, ou très peu à côté. C'est très décevant quand on voit tout le succès. On peut avoir Becky Lynch, Charlotte Flair et maintenant Bayley. Sasha Banks, pour moi, il passe complètement à côté. Alors, je sais pas si c'est parce qu'elle va se barrer, ou je sais pas, ils ont peut-être des infos qu'on n'a pas, mais je trouve que, franchement, ils l'auront mérité. Hein. Si elle part à All Elite Wrestling, je peux vous dire que ça leur ferait vachement du bien d'avoir une Sasha Banks là-bas. Ils l'auront bien mérité parce que ce qu'ils en font, c'est juste ni fait ni à faire. C'est vraiment dommage. Mais bon, la victoire d'Asuka a été belle. Je trouve que ça a fait plutôt plaisir au public. Moi, j'étais hyper déçu, donc je dois peut-être être contre-courant. Voilà, mais le public était plutôt content à la limite pour Asuka. Mais t'as l'impression que toutes ces foules ne servaient à rien. C'est-à-dire qu'Asuka se retrouve avec son titre qu'elle avait à l'origine. Voilà, elle est juste 2 fois championne. Bayley, ça n'a rien changé pour elle. Enfin bon, voilà. Tout ce pan-là de l'histoire, pour en arriver là, peut-être un peu dommage. À voir ce que ça va donner. Et arrive le match que j'attendais le plus sur la carte de ce show. Drew McIntyre défendait son titre contre Randy Orton. Le match a duré 20 minutes, le deuxième match le plus long de la soirée. Match qui, comme Keith Lee contre Karrion Kross à NXT TakeOver 30, que j'ai vu, c'est un match qui, on pourrait se dire, arrive trop tôt, parce que tu vois pas qui peut gagner dans ce match sans que ça fasse trop perdre l'autre. Et à NXT TakeOver 30, ils ont fait une victoire décisive pour Karrion Kross. Là, c'est pas le cas. Là, ils ont fait une victoire, Drew McIntyre. Mais moi, j'espérais que Drew McIntyre, vu qu'il a besoin de gros noms, là, il a besoin de se faire la main. C'est pas avec tes rivalités avec Dolph Ziggler que tu peux te faire une renommée et que ton règne va rester dans les mémoires. Il te faut des gros noms. Et Randy Orton, il est tellement au-dessus des nuages en ce moment. Il est au-dessus des nuages, Randy Orton. Et ben je me suis dit là, il y a un truc sympa là à faire, ça va être sympa. Et mais alors, il faut qu'à la fin, parce que même si par contre Randy Orton peut être hyper dominant, ce que tu veux, il faut qu'à la fin, Drew McIntyre lui éclate la tête à Randy Orton avec un énorme Claymore kick, mais vraiment un truc hyper stiff, hyper violent, bam, et que Randy Orton soit KO au sol, et voilà, un truc vraiment fort pour que ça marque les esprits. Drew McIntyre a gagné par un roll-up. Alors la rivalité va continuer. Ça protège Randy Orton, c'est très bien. La rivalité va continuer, en plus, c'est une très bonne idée parce que je pense que les deux, on peut raconter des choses, on peut mettre des stipulations, je pense, entre les deux, ça peut être très bien. Des Extreme Rules, peut-être un Hell in a Cell, etc. Enfin, on peut aller très loin entre les deux, je pense que ça peut être très cool. Mais j'aurais aimé, au moins que la première, soit une victoire décisive. Mais Randy Orton, on s'en fout. Il a bien perdu contre Edge, le premier. Eh ben,
il s'est pas débainé et il est revenu la deuxième fois, encore plus vénère, encore plus violent, encore plus méchant, et il a gagné le deuxième match. Donc ça m'aurait pas forcément dégoûté que Randy Orton perde. Mais il aurait fallu que Randy Orton lui tienne tête vraiment beaucoup, comme il l'a fait d'ailleurs, et qu'il y ait une vraie victoire de Drew McIntyre, mais limite, je sais pas moi, Randy Orton l'attaque après derrière avec une chaise, un truc hyper violent, il lui met un punt, j'en sais rien, enfin un truc un peu fou. Mais voilà. Bon. Drew McIntyre va gagner avec une sorte de roll-up. C'était cool, mais j'aurais aimé une victoire plus décisive. Une victoire où t'arrives et tu fais ah, ça c'est McIntyre, quoi. Ça c'est McIntyre, c'est le gros nom de la WWE. Et voilà, il lui faut des gros noms. Et donc je pense qu'on n'a pas fini de se régaler parce que ce qu'on a vu là, déjà c'était exceptionnel. Moi j'ai passé un excellent moment, j'ai pas vu le temps passer. Hein. 20 minutes, quand j'ai vu que ça faisait 20 minutes, au moins honnêtement j'ai pas vu le temps passer, hein, c'était génial. Pas du tout de problème de rythme, comme on avait pu voir avec Edge Orton à WrestleMania, justement ça s'enchaîne très bien, Drew McIntyre est au top, physiquement. Alors un peu déçu de la réaction de la foule quand McIntyre est arrivé, parce qu'Orton a été très bien accueilli, et McIntyre un peu moins, sans être hué, mais il n'a pas été accueilli comme je me l'imaginais. Moi, honnêtement, je suis hyper fan de McIntyre, donc j'aurais aimé qu'il soit peut-être mieux accueilli. Voilà, j'espère qu'on n'est pas vraiment passé à côté de quelque chose à cause de ce confinement, ça serait vraiment dommage. Mais voilà, McIntyre a gagné. Et là, donc, il devait être 3h45, quelque chose comme ça. Et je me suis dit, bon, le pay-per-view va se terminer avant 4h, donc le prochain match va durer une dizaine de minutes. Et pas faux, hein, il a duré 12 minutes. Puisque ça a été Braun Strowman qui défendait son titre contre le Fiend Bray Wyatt. Que dire sur ce match? Alors déjà il y a un truc assez ouf qui s'est produit, c'est que donc c'était un false count anywhere, donc on pouvait faire le tomber un peu partout. Il y a eu le moment, alors tout le monde s'attendait à arriver d'Alexa Bliss, rien. Il y a eu le moment où Braun Strowman décide d'aller sortir un cutter. Et là, honnêtement j'ai dit mais qu'est-ce qu'il va faire avec ce cutter? Ça m'inquiète. Et alors moi je pensais en fait, pourquoi je disais ça m'inquiète, parce que je pensais qu'il allait arracher le masque du Fiend à coup de cutter. Je me suis dit quand même, faut pas se rater, faut avoir confiance, faut avoir confiance en vos lames. Mais bon, je me suis dit, il va peut-être faire ça. Un moment un peu badass comme ça, là où il lui arracherait le masque et il aurait le masque dans les mains comme ça, un truc hyper badass et le monstre parmi les hommes. Hein, et après, limite, il aurait pu le mettre, j'en sais rien, enfin, un truc de fou. Ça sera pas le cas. En fait, il va essayer de déchirer des morceaux du ring et tout. Voilà. Mais ça va pas suffire, puisque le Fiend va gagner. Comme attendu, j'ai envie de dire, assez attendu. Braun Strowman, c'était vraiment le champion de transition, hein. Ça aurait dû être Roman Reigns de base, donc c'était un champion de transition, ça se voit. Et bah voilà, je pense qu'il aura fait le job comme champion de transition, Braun Strowman. J'aurais aimé qu'il ait mieux. Maintenant, voilà, il a eu une belle rivalité contre le Fiend. Je pense pas qu'on soit déçu de cette rivalité au fur et à mesure. Il y a eu des matchs cinématographiques. Là, c'était un vrai match, ça faisait plaisir. La foule était bien dedans, vu qu'en plus le show a duré que 3 heures. Bah, ils étaient encore bien chauds pour ce match. Donc très très bon. Je trouve que la stipulation était pas mal. Ils ont pas utilisé trop d'armes, mais c'était plutôt sympa. Il y a eu une session d'une caisse à outils, etc. C'était très sympa. Ils se sont battus dans les coulisses. Non, honnêtement, c'était bien sympa. C'est passé très vite, donc très cool. Et le film va gagner. Et puis bah, les copyrights vont apparaître, et puis on s'apprête à ranger, moi je range ma tablette, je ferme, et puis... Oui, qu'est-ce qui se passe? Boum! Le spire. Boum, le spire. Et là c'est Roman Reigns qui arrive. Et il spire le Fiend. Il spire le Fiend. Et là, bon, la foule est super contente de le voir, c'est le spire sur le Fiend est top heel, etc. Donc super. Le Fiend, voilà, Roman Reigns, il a un visage bien vénère comme j'aime bien, parce que pour moi Roman Reigns a un potentiel en tant que top heel absolument génial, et je vais y revenir. Et là, boum, spear contre Braun Strowman, qui est top face, mais c'est sûr qu'il est face. Et là tu fais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bordel! Est-ce que on assiste au heel turn de Roman Reigns ce soir à SummerSlam? Ah, j'étais comme ça, j'ai dit, ah c'est génial. Si jamais Roman Reigns fait un heel turn, on verra bien comment ça va être raconté à SmackDown. On verra. Mais ça serait cool, quoi. Un vrai Roman Reigns bien heel, là. Oh là là, mais je rêve, je me régale déjà de l'imaginer. Parce que Roman Reigns en face, ça ne marche pas, la foule le hue, et autant que le huer et le rendre détestable, le rendre horrible, qui fracasse Braun Strowman, qui fracasse Bray Wyatt. Ils sont pas obligés de faire un heel turn trop prononcé, ils peuvent le mettre carrément twinner, quasiment. C'est-à-dire, voilà, bien badass, mais qui reste pas non plus, voilà, qui soit pas à tricher, par exemple. Voilà, ce genre de truc, il n'a pas besoin, je pense, Roman Reigns. Je pense qu'il a juste besoin d'être bien énervé.
Et donc là, bah, on va partir sur quoi? Je sais pas, une feud avec Strowman, une feud avec Bray Wyatt. Ça voudrait dire que le règne du film va pas durer longtemps, parce que peut-être qu'ils vont donner le règne à Reigns tout de suite, ou alors ils vont vraiment crédibiliser le film, parce que c'est le match qu'on aurait dû avoir à Mania. Je pensais pas que ce match arriverait tout de suite, donc je suis surpris qu'ils le fassent maintenant. Peut-être que c'est pour les ratings, parce qu'on sait que les ratings sont pas bons en ce moment du côté de Raw et de SmackDown. Ça, pour moi, ça va faire parler, parce que l'arrivée de Roman, mais honnêtement, j'étais comme ça, j'ai fait oui, oui, ah j'étais super content parce que voilà, il était badass, il était c'est comme ça qu'on veut le voir Roman Reigns, on veut pas le voir enfin moi personnellement, je pense pas que ce soit un catcheur c'est pas un John Cena, c'est pas un John Cena qui est sympathique, qui est avec les enfants, les machins et tout. Roman Reigns, il a un physique, il a une gueule, c'est pour dégommer du genre, faire du spear, des Superman punch et faire mal, mettre des coups de chaise que vous voulez, j'en sais rien mais voilà. C'est ça qu'on veut voir sur Roman Reigns. Quand il était dans le Shield, il était destructeur. C'est ce qu'on veut voir. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je veux voir. Donc, j'ai hâte de voir ça et j'espère voilà, qu'ils vont lui donner un côté très badass. Pas obligé d'aller dans le heel turn à fond, mais voilà, que ça soit quand même prononcé, quoi. Ça soit un nouveau Roman Reigns, puissant, dangereux et c'est ça qu'on veut voir. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, c'est le cas, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Il y a toujours le lien YouTube dans la description, mais malheureusement on peut plus regarder de publicité, mais vous pouvez toujours faire des dons dessus. Vous pouvez bien sûr toujours vous abonner, ça suffit. Et nous, quant à nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Allez, ciao!